Un jour avant le mariage, elle a éteint son téléphone et a disparu. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. À 3h12 du matin, j'ai reçu une notification. Sa carte avait été utilisée dans un complexe hôtelier, 2 villes plus loin. J'ai appelé l'hôtel et demandé à parler à la chambre 408. Un homme a répondu. Le lendemain matin, elle est rentrée chez elle, pour trouver une porte fermée à clé et une salle vide. Le dîner de répétition s'est terminé par des toasts au champagne et des rires nerveux qui résonnaient dans la salle privée du restaurant que nous avions choisi pour son ambiance intime. Rebecca était assise à côté de moi, à la table principale, mais quelque chose n'allait pas. Son sourire était forcé, fragile. Ses réponses aux vœux de bonheur semblaient mécaniques et lointaines, comme si elle jouait un rôle au lieu de vivre pleinement le moment. Quand ma mère s'est approchée avec des ajustements de dernière minute pour le plan de table de la cérémonie du lendemain, Rebecca s'est excusée en disant qu'elle allait aux toilettes, et elle a simplement disparu. Je l'ai retrouvée dehors, 20 minutes plus tard, en train de fumer, alors qu'elle avait arrêté depuis 2 ans, quand nous avions commencé à parler de mariage. Le vent d'automne ébouriffait ses cheveux soigneusement coiffés pour les photos du lendemain. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de secrets que je ne pouvais pas comprendre, puis elle a jeté sa cigarette par terre et l'a écrasée avec son talon d'un geste brutal. « Il faut que je rentre dormir », a-t-elle dit sans me regarder, d'une voix étrangement distante. « Demain sera une grosse journée. Il faut que je sois prête. » Le trajet jusqu'à son appartement s'est fait dans un silence pesant, seulement interrompu par des ballades romantiques à la radio qui, soudain, semblaient se moquer de nous. Elle m'a embrassé devant sa porte, mais ce baiser ressemblait plus à un adieu qu'à la dernière nuit d'un couple impatient de se marier. Quand j'ai essayé d'entrer avec elle, pensant que nous passerions ensemble notre dernière nuit de célibataire, elle a posé sa main sur ma poitrine et secoué la tête. « Ça porte malheur de voir la mariée avant le mariage », a-t-elle murmuré. Mais il n'y avait ni humour ni superstition romantique dans sa voix, juste un besoin désespéré de distance. Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de dormir, mais mon esprit tournait sans cesse, submergé par 1000 pensées et une angoisse croissante que je ne parvenais pas à identifier. À 23h30, je l'ai appelé pour lui souhaiter bonne nuit et lui dire à quel point j'étais excité pour notre grand jour. Son téléphone est allé directement sur la messagerie. À minuit, j'ai réessayé, même chose. L'anxiété a commencé à se transformer en panique. Vers 1h du matin, la peur m'écrasait la poitrine. Le message est arrivé à 1h47. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je vais éteindre mon téléphone. On se voit à l'hôtel. Je suis resté là, à fixer l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. J'ai relu le message encore et encore, comme si le répéter pouvait en changer le sens. Il restait moins de 24 heures avant de nous promettre l'éternité, et elle avait besoin de réfléchir à quoi, exactement. J'ai appelé sa mère, qui avait l'air confuse, mais pas inquiète. J'ai appelé sa sœur, qui semblait presque soulagée. J'ai appelé sa meilleure amie, qui m'a dit qu'elle n'était pas surprise, puis elle a raccroché avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire par là. La nuit a été une torture. Je suis resté assis dans la cuisine, à boire du café, à regarder les aiguilles de l'horloge avancer au ralenti. Chaque minute semblait durer une éternité. Le mariage était prévu à 16h. Le lieu était réservé et décoré. 300 invités confirmés. Le prêtre prêt. Le photographe engagé. Et ma fiancée avait disparu la veille avec seulement un message énigmatique sur le besoin d'espace. J'ai tenté de rationaliser son comportement de 1000 façons pour ne pas sombrer. Le stress d'un mariage peut affecter les gens différemment. Certains ont besoin de silence avant un grand changement. Certains se replient sur eux-mêmes face à la pression. Mais quelque chose de plus profond me dérangeait. La façon dont elle m'a regardé devant le restaurant. La manière dont elle évitait mes yeux pendant le dîner. La réaction de sa famille, comme s'ils s'y attendaient tous. Comme s'ils se préparaient à ce moment depuis longtemps, et moi, comme un imbécile, j'étais aveugle à ce qui se tramait sous la surface de notre relation. À 3h12 du matin, mon téléphone a vibré. Une notification que j'avais complètement oubliée dans la panique. 2 mois plus tôt, Rebecca m'avait ajouté à son compte bancaire pour que je puisse l'aider avec les dépenses du mariage. Cela me donnait un accès en temps réel à ces transactions. L'achat ? Riverside Grand Resort. À 200 km. 2 villes plus loin. Effectué à peine 2 heures plus tôt. Mes mains tremblaient en ouvrant le site de l'hôtel sur mon ordinateur portable. Mon café refroidissait.
Le nom sonnait luxueux et il l'était. Le Riverside Grand était un complexe haut de gamme, célèbre pour ses escapades romantiques et ses week-ends en amoureux. Le genre d'endroit où les couples allaient raviver la flamme, ou célébrer un anniversaire de mariage. La transaction sur la carte était pour 2 nuits dans la suite premium du complexe, avec service de champagne et accès au spa inclus. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler en une image que je ne voulais désespérément pas voir, mais que je ne pouvais plus ignorer. Rebecca n'était pas rentrée chez elle pour réfléchir au mariage ou gérer son stress en silence. Elle avait conduit plus de 190 km en pleine nuit jusqu'à un complexe romantique et réservé une suite de luxe, pour 2 nuits. La veille de notre mariage, la femme avec qui je prévoyais de passer le reste de ma vie se trouvait dans un lieu destiné aux couples amoureux. Et tout indiquait qu'elle n'avait pas fait ce voyage seule. J'ai appelé la réception de l'hôtel, le cœur battant si fort que je n'entendais presque plus ma propre voix. La réceptionniste a répondu avec cette politesse professionnelle qu'on reconnaît chez ceux qui ont déjà eu affaire à des appels de conjoints désespérés. J'ai expliqué que je cherchais ma fiancée, Rebecca, qui avait fait le check-in cette nuit-là. J'ai donné son nom complet et une estimation de l'heure d'arrivée. Après une pause qui a semblé interminable, la réceptionniste a confirmé qu'une cliente à ce nom était bien enregistrée. « Pouvez-vous me transférer à la chambre 408, s'il vous plaît ?» Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix masculine, endormie et complètement inconnue, ne décroche. Ce n'était pas Rebecca. Rien à voir. C'était la voix d'un homme grave, fatigué, comme s'il venait de se réveiller. Une voix qui n'avait absolument rien à faire là, à quelques heures de mon mariage. « Je cherche Rebecca », ai-je réussi à dire, la gorge sèche comme du papier de verre. « Elle est sous la douche », a répondu l'homme, avec une aisance qui m'a transpercé l'âme. Sans hésitation. Sans gêne. Comme s'il avait parfaitement le droit d'être là. Comme si cet appel était attendu. « Je peux lui laisser un message ?» La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. Je suis resté figé, fixant le téléphone comme si le monde s'écroulait autour de moi. La femme avec qui je devais partager ma vie était dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Et c'est lui qui avait répondu, comme un partenaire intime, partageant le lit, l'espace, et tout ce qui, jusqu'à hier, nous appartenait. J'ai immédiatement essayé de rappeler, mais la réception a refusé de me transférer à nouveau sans l'autorisation de Rebecca, qu'elle ne donnerait évidemment pas. J'ai tenté son portable, bien que je sache que c'était inutile. J'ai réessayé d'appeler la chambre, mais personne n'a décroché mes appels suivants. Le reste de la nuit a défilé dans un flou de colère, d'incrédulité et d'une acceptation douloureuse qui ne faisait que croître, notre mariage n'aurait pas lieu. La trahison faisait plus mal que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas juste une infidélité. C'était le fait qu'elle avait tout planifié. Elle avait fait des recherches sur l'hôtel. Réservé la chambre. Préparer ses affaires. Conduit 2 heures. Tout ça consciemment, délibérément, la veille de notre mariage. Ce n'était pas une faiblesse passagère. Pas une panique de dernière minute. C'était une décision réfléchie de détruire tout ce que nous avions construit en 3 ans. Pendant que je me préoccupais de l'alignement des chaises et de savoir si le bouquet allait bien avec les serviettes, elle organisait notre ruine. Quand le jour s'est levé, la décision était aussi claire que le ciel gris qui se dessinait. Si Rebecca avait choisi de jeter notre relation pour une nuit avec cet inconnu, alors elle en assumerait les conséquences sans réconciliation, sans seconde chance. Je n'avais pas dormi une minute. Je n'avais rien mangé depuis le dîner de répétition. Je faisais les 100 pas comme une bête en cage, tentant d'assimiler l'ampleur de la trahison. À 7h30 du matin, soit exactement 8h30 avant la cérémonie, j'ai passé le premier appel qui allait tout changer. J'ai appelé un serrurier et expliqué que je devais changer toutes les serrures de l'appartement en urgence. J'ai payé le supplément sans hésiter. Le professionnel est arrivé moins d'1 heure plus tard et a exécuté le travail avec une précision militaire. À 9h, chaque serrure de notre logement commun avait été remplacée. Ses affaires étaient toujours là, intactes. Mais l'accès lui était désormais interdit. J'ai placé la bague de fiançailles dans la petite boîte bleue de chez Tiffany et l'ai laissée bien en vue sur le comptoir de la cuisine, visible, symbolique, définitive. Ensuite, j'ai composé le numéro du lieu de la cérémonie. Je savais que ce que j'allais faire allait à l'encontre du contrat, des conventions sociales et de tout ce qu'on attendait de moi. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. La conversation avec Patricia, notre coordinatrice d'événements, fut surréaliste dans sa précision clinique.
Annuler un mariage 6 heures avant la cérémonie était sans précédent dans ses 15 années de carrière. Mais j'ai expliqué la situation avec la froideur de quelqu'un qui avait dépassé le seuil des émotions pour entrer en mode de pure survie. Patricia m'a écouté sans juger et m'a surpris par la rapidité de sa réponse pratique. Je vais contacter immédiatement tous les prestataires, a-t-elle dit, sans hésiter. La nourriture peut être donnée à l'abri pour sans-abri du centre-ville. Les fleurs peuvent aller à l'hôpital pour enfants. Le groupe a une clause de force majeure qui couvre les annulations dues à des circonstances indépendantes de notre volonté. On va perdre quelques acomptes, mais on pourra récupérer l'essentiel des grosses dépenses. J'ai ensuite appelé mes parents, les réveillant avec une nouvelle plus choquante que tout ce que je leur avais jamais annoncé. Puis j'ai appelé mon témoin, qui vivait à 3 États de là et avait voyagé spécialement pour le mariage. Et j'ai commencé à travailler méthodiquement sur la liste des invités, appel après appel, avec la précision mécanique de quelqu'un dont le monde s'effondrait. Chaque conversation était plus difficile que la précédente, mais je livrais la nouvelle avec une constance robotique. Le mariage est annulé en raison de circonstances indépendantes de ma volonté. Non, je ne peux pas donner de détails. Oui, je suis absolument certain que c'est la bonne décision. Non, il n'y aura ni report ni réconciliation. La famille de Rebecca a été la plus difficile à joindre et la plus difficile à convaincre. Sa mère pleurait de façon hystérique, me suppliant de reconsidérer et d'essayer de tout arranger. Sa sœur exigeait des explications détaillées que j'ai refusé de donner, menaçant d'appeler Rebecca elle-même pour entendre la vraie version. Son père, l'homme qui m'avait accueilli comme le fils qu'il n'avait jamais eu 2 ans plus tôt, s'est contenté de dire « Je suis désolé pour ce qui a pu se passer. » Et il a raccroché. Les appels les plus douloureux ont été pour les invités venus de loin, qui avaient fait de grands sacrifices pour assister à notre mariage. Mes amis de la fac, qui avaient pris l'avion de différents États et posé des jours. Des proches de Rebecca qui avaient roulé des heures ou réservé des hôtels. Des membres âgés de la famille, qui voyageaient rarement, mais avaient fait une exception pour notre grand jour. Chaque appel m'obligeait à transmettre une tragédie personnelle en gardant une façade de calme que je ne ressentais absolument pas. Mon cousin m'a rappelé 20 minutes après avoir reçu la nouvelle, me demandant si j'avais besoin de compagnie ou de soutien. Mon ancien colocataire de fac a proposé de prendre le prochain vol pour m'aider à affronter la situation. La grand-mère de Rebecca, 87 ans et plus lucide que bien des jeunes, m'a demandé si sa petite-fille allait bien, puis a déclaré avec un calme troublant. Je ne suis pas surprise que cela soit arrivé. À 11 heures, le mariage que nous avions mis 8 mois à planifier, coordonné et rêvé avait été entièrement démantelé. Les 300 invités étaient en train d'être informés, un par un. Les prestataires s'activaient pour réorganiser leur calendrier et limiter les pertes. La salle était vide, à l'exception du personnel retirant les décorations, que personne ne verrait jamais. Les implications financières étaient énormes. Mais je me suis rendu compte que je me fichais de l'argent, pas face au désastre que j'évitais en annulant tout. Les acomptes perdus, les contrats rompus, l'argent évaporé dans l'éther des rêves brisés, rien de tout cela ne pesait plus que l'idée d'épouser quelqu'un capable d'une trahison aussi méthodique. Mon témoin est arrivé à mon appartement à midi, après avoir pris le premier vol disponible. Il soupçonnait déjà qu'il se passait quelque chose de grave quand je lui ai parlé ce matin-là. Mais même lui, le niveau de froideur de Rebecca et la destruction systématique de notre mariage l'a bouleversé. Ensemble, nous avons passé les derniers appels aux prestataires et confirmé que tout était officiellement annulé. Définitivement. Rebecca est rentrée à 14h30. Elle portait la même robe noire que la veille au dîner de répétition, maintenant froissée et totalement inappropriée à la lumière du jour. Ses cheveux étaient en désordre, d'une manière inexplicable. Son maquillage était coulé, racontant des histoires que je ne voulais pas imaginer. Et son corps portait cette posture indéniable de quelqu'un qui a été pris en flagrant délit et qui le sait. Elle a essayé la clé dans la serrure 3 fois, chaque tentative plus frénétique que la précédente, jusqu'à ce que la réalité semble enfin percer son état de choc. J'ai tout observé depuis la fenêtre du salon. Elle a frappé à la porte avec hésitation. Avec peur. Des gestes incertains, comme si elle savait parfaitement qu'elle n'était plus la bienvenue ici. Quand j'ai ouvert la porte avec la chaîne de sécurité encore enclenchée, j'ai vu son visage s'effondrer dans une expression de compréhension pure, et avec elle, la première émotion sincère qu'elle avait montrée depuis des semaines. Le mariage est annulé, ai-je dit, à travers la mince ouverture. Ma voix était ferme. Même si le chaos explosait en moi. Ta bague de fiançailles est sur le comptoir de la cuisine.
Tes affaires personnelles seront emballées et prêtes à être récupérées demain après-midi. Elle a essayé de s'expliquer. A tenté de forcer la porte avec une force désespérée. A voulu me convaincre que ce que j'avais découvert n'était pas ce que je pensais. Ou qu'il y avait une explication, d'une manière ou d'une autre. Mais ces mots sont tombés dans des oreilles qui avaient déjà entendu trop de vérité dans la voix endormie d'un inconnu ayant répondu à son téléphone à 3 heures du matin, pendant qu'elle était soi-disant sous la douche. C'est qui ? Ai-je demandé. La question est restée suspendue entre nous comme une lame prête à tomber. La simplicité de la question sembla la vider entièrement. Les épaules de Rebecca se sont affaissées, vaincue. Et alors, elle prononça les mots qui mettraient fin à nos fiançailles pour toujours, révélant l'étendue de sa trahison. Tyler. Mon ex de la fac, en dernière année. Il m'a appelé il y a 3 semaines. Il disait que je lui manquais et qu'il voulait me revoir. Hier soir, après le dîner de répétition, je n'arrivais pas à m'empêcher de penser qu'on faisait une erreur en se mariant. Que je choisissais quelque chose de sûr, plutôt que quelque chose de vrai. Que peut-être, il y avait quelque chose dehors que je regretterais de ne jamais avoir exploré. La brutalité de son honnêteté était pire que n'importe quel mensonge qu'elle aurait pu inventer. Elle n'avait pas été emportée par un élan incontrôlable, ni victime d'une crise de futur marié. Elle avait délibérément choisi de trahir notre relation la veille du mariage, parce qu'elle voulait savoir s'il y avait quelque chose de mieux que ce que nous avions construit pendant 3 ans. 3 semaines, ai-je répété, sentant le poids de cette chronologie. Pendant que je planifiais notre mariage, tu planifiais cette trahison ? Elle hocha la tête, misérablement. Les larmes coulaient sur son visage, des larmes qui, peut-être 24 heures plus tôt, m'auraient bouleversé. Mais maintenant, elle ne semblait être qu'une tentative de plus pour manipuler la situation. Je pensais que j'allais renoncer. Que j'allais lui dire non, et me concentrer sur notre avenir. Mais hier soir, en voyant tout le monde au dîner, en pensant au lendemain. Je n'ai pas pu continuer sans savoir si je faisais le bon choix. Et tu t'es dit que la meilleure façon de le découvrir, c'était de coucher avec un autre homme la veille de notre mariage ? Je croyais pouvoir avoir les deux, d'une certaine manière. Le voir une dernière fois, le sortir de ma tête. Et le lendemain, t'épouser et ne plus jamais penser à lui. Je pensais que je pouvais compartimenter. Continuer notre vie ensemble. La froideur calculée derrière sa trahison était à couper le souffle autant par sa stupidité que par son égoïsme. Elle voulait me garder comme plan B, l'homme stable, fiable, pendant qu'elle testait si son ex pouvait offrir quelque chose de plus excitant, de plus vivant. Elle était prête à détruire notre relation, notre mariage, notre avenir commun et la confiance de tous ceux qui nous aimaient juste pour savoir si l'herbe était plus verte dans une chambre d'hôtel à 2 heures d'ici. J'ai refermé la porte. Et j'ai verrouillé le loquet avec une fermeté irrévocable. De l'autre côté, j'ai entendu ses cris étouffés, ses pleurs, ses promesses. Elle disait qu'elle allait tout réparer. Qu'elle passerait le reste de sa vie à essayer de rattraper cette erreur. Mais certaines trahisons créent des fractures si profondes qu'aucun temps, aucun remords, aucune excuse ne peut les réparer. Certaines décisions révèlent des failles de caractère si fondamentales qu'elles ne peuvent plus être ignorées, ni effacées, ni pardonnées. Elle est restée dehors pendant presque 1 heure. Parfois en pleurant. Parfois en suppliant avec un désespoir croissant. Je l'ai observée par la fenêtre quand elle est finalement retournée à sa voiture. Et elle est restée là, assise pendant une bonne demi-heure. Probablement en train d'appeler Tyler, pour lui dire que son plan de secours avait échoué. Finalement, elle est partie de notre vie commune pour toujours. Je ne l'ai plus jamais revue. Sauf dans quelques cauchemars, ou dans des souvenirs que je préférerais ne pas avoir. Le silence après son départ était profond et étrange. Pour la première fois en 24 heures, j'étais complètement seul avec les décombres de ce que je croyais être mon avenir. L'appartement paraissait à la fois trop grand et trop petit. Rempli de souvenirs d'une relation qui, je le voyais maintenant, avait été bâtie sur des fondations bien plus fragiles que je ne l'avais imaginé. Le mariage annulé est devenu une légende parmi nos amis et notre famille. Je n'ai jamais raconté tous les détails de ce qui s'était passé pendant ces 24 heures. La plupart ont supposé que nous avions simplement compris, à la fin, que nous n'étions pas compatibles. Ce qui, d'une certaine manière, était vrai bien que bien plus douloureusement qu'ils ne l'auraient cru. Les pertes financières furent importantes mais gérables, surtout en comparaison avec le prix d'un mariage légal avec quelqu'un capable d'une trahison aussi soigneusement préméditée.
Nous avons perdu plusieurs acomptes irrécupérables. Mais beaucoup de prestataires ont été étonnamment compréhensifs en apprenant la nature générale des événements. La photographe, une femme douce qui avait couvert des dizaines de mariages, a refusé d'accepter tout paiement et m'a simplement souhaité bonne chance. Que tu trouves quelqu'un qui comprenne le véritable sens de l'engagement. La fleuriste a donné toutes les compositions florales à des hôpitaux locaux, pour qu'elles ne fanent pas inutilement. Le traiteur a envoyé tous les plats préparés à un refuge pour sans-abri du centre-ville, s'assurant qu'au moins, notre célébration annulée nourrisse ceux qui en avaient réellement besoin. Les effets personnels de Rebecca ont été récupérés par sa sœur 3 jours après la confrontation, rangés dans des cartons que j'avais moi-même préparés avec un soin méticuleux, non par affection, mais pour éviter tout contact futur ou conflit. La bague de fiançailles n'a jamais été réclamée, malgré plusieurs messages de sa famille. Et elle est toujours aujourd'hui dans le tiroir de mon bureau, comme un rappel coûteux et dérangeant de combien une personne peut cacher sa véritable nature, jusqu'au moment où cette nature importe vraiment. 6 mois après l'annulation du mariage, j'ai appris par des amis communs que Rebecca et Tyler avaient tenu exactement 3 semaines après qu'elle soit retournée vivre dans sa ville natale. L'herbe, semble-t-il, n'était pas plus verte de l'autre côté de la trahison. Mais quand j'ai appris ça, je n'ai ressenti ni satisfaction ni sentiment de justice. Elle avait détruit ce que nous avions. S'était humiliée publiquement. Et tout cela, pour une illusion qui s'est évaporée dès qu'elle est devenue réalité et a cessé d'être une échappatoire. Les invités ayant voyagé de loin pour assister à notre mariage ont bien sûr été déçus, mais étonnamment compréhensifs quand ils ont appris que de sérieux problèmes étaient apparus à la dernière minute. Beaucoup ont choisi de rester en ville pour le week-end malgré tout, transformant ce qui aurait dû être une fête de mariage en une réunion improvisée de personnes qui tenaient vraiment à moi. Plusieurs invités m'ont confié par la suite que ce fut l'un des week-ends les plus mémorables qu'ils aient vécu depuis des années, bien que pour des raisons totalement inattendues. Je suis resté dans l'appartement que nous partagions pendant encore 6 mois, avant d'accepter une offre d'emploi dans une autre ville, une opportunité qui n'aurait jamais été possible, ni même souhaitée, si j'avais été marié. La distance physique me semblait psychologiquement nécessaire. Un pas vers la reconstruction de ma vie, sans les rappels constants de ce qui avait été perdu et de ce qui avait été révélé chez une personne que je pensais connaître parfaitement. Rebecca est retournée vivre chez elle et a pris un poste dans la compagnie d'assurance de son père. D'après les rares nouvelles reçues par des connaissances communes, elle a traversé une grave dépression dans les mois qui ont suivi l'annulation du mariage. Mais si cette douleur venait de la perte de ce que nous avions, ou de la prise de conscience qu'elle avait détruit quelque chose de vrai pour quelque chose d'éphémère. Je ne l'ai jamais su et honnêtement, je n'ai jamais cherché à le savoir. 3 années ont passé depuis cette nuit où un inconnu a répondu au téléphone de ma fiancée et, sans le savoir, m'a sauvé de commettre la plus grande erreur de ma vie. La trahison a été dévastatrice. Humiliante. Mais elle a révélé, au moment le plus crucial, qui Rebecca était réellement. Sa fuite, à la veille de ce qui devait être notre, pour toujours, fut brutale, mais m'a libéré d'une vie aux côtés de quelqu'un capable de mensonges aussi froids et de décisions aussi égoïstes. J'ai appris que parfois, les pires événements de notre vie sont en réalité des formes complexes de protection nous éloignant de futurs que nous n'aurions jamais pu imaginer, et de personnes qui n'auraient jamais dû les partager avec nous. La trahison de Rebecca, aussi douloureuse fut-elle, m'a libéré d'une relation bâtie sur des fondations bien plus fragiles que je ne le croyais. Et elle m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais envisagées en tant qu'homme marié, lié à une personne qui, au fond, n'a jamais su ce que signifiait réellement l'engagement. La nuit qui devait marquer le début de tout, est devenue la nuit où j'ai été libéré. Libéré de quelqu'un qui me voyait comme un plan B. Quelqu'un qui n'a jamais compris ni respecté le type d'amour qui demande des efforts, de la volonté et de l'intégrité, même dans les moments les plus difficiles. Avec du recul, je vois les signes que j'ai ignorés. La distance. L'apathie. Le manque d'enthousiasme pour les détails du mariage, ces détails qui font normalement briller les yeux d'une future mariée. Le manque de surprise de sa famille quand elle a disparu. Tout laisse penser qu'il savait quelque chose de son état d'esprit, quelque chose qu'elle ne m'a jamais confié. Cette expérience a radicalement changé ma manière de voir les relations. Aujourd'hui, je prête plus attention aux actes qu'aux paroles. Je perçois mieux l'écart entre ce que les gens prétendent valoriser et ce qu'ils font réellement. Et je comprends plus clairement que certaines personnes ne sont tout simplement pas capables du niveau de loyauté qu'un mariage exige. Mais plus que tout, j'ai appris que la trahison, aussi douloureuse soit-elle, peut être un cadeau déguisé en catastrophe.
quand elle nous empêche de commettre une erreur irréversible avec quelqu'un qui n'a jamais mérité notre confiance ni notre dévouement. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, Rebecca voulait juste réfléchir, dans une suite avec champagne, spa, et son ex sans vêtements dans le lit. Une méthode de méditation très immersive. Espérons qu'elle trouve enfin l'amour, peut-être dans le rayon surgelé du supermarché, entre les pizzas et les regrets.